Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce magazine spécial consacré au sénatorial 2018. Chaque soir en alternance en français et en anglais, on va décrypter avec vous le processus électoral pour en savoir plus sur comment est-ce que va se dérouler cette élection sénatoriale. Comme vous le savez, c'est la deuxième fois que cette élection va se dérouler au Cameroun et depuis quelques jours, la campagne a été lancée après la publication par le Conseil électoral d'Élections Cameroun le 7 mars dernier des 36 listes retenues sur la quarantaine déposées par les 9 partis politiques en lice. Pour en savoir un peu plus sur cette cartographie des candidatures à cette élection sénatoriale, je vous propose de suivre ce reportage de Séverin Aligambélé. Des 42 listes déposées à Elections Cameroun, seules 36 ont été validées après un examen minutieux par le Conseil électoral. À ce premier niveau du tri, en attendant bien évidemment que le contentieux préélectoral soit vidé, on retient que sur toute l'étendue du territoire, 9 formations politiques sont en lice. Il s'agit du RDPC et de l'UNDP qui sont en compétition dans toutes les circonscriptions électorales. Il s'agit du SDF en course dans les régions du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest et de la Damawa. L'ANDP, le parti de Amadou Moustapha, s'est positionné dans le sud, le sud-ouest et l'extrême nord. L'UDC convoite les sièges de sénateurs à l'ouest et dans le littoral, tandis que l'Union des populations du Cameroun sollicite les suffrages des conseillers municipaux dans le centre et le littoral. Le FSNC, l'UMC, UDP ont ciblé respectivement les régions du nord, de l'ouest et du nord-ouest. On peut relever ici que la formulation des professions de foi n'est pas assez explicite pour tout le monde, mais pour le RDPC par exemple, on propose l'accélération du processus de décentralisation pour le développement des collectivités territoriales. Le SDF au Sénat compte peser de tout son poids pour faire passer l'idée de revoir la forme de l'État. Vous savez que dans le SDF est aujourd'hui pour un Cameroun fédéral, fédéré en 10 États. Et si nous avons des sénateurs dans la prochaine législature, ces sénateurs vont se baser sur ces thèmes qui sont chers au SDF depuis 1990. Sur le terrain de la campagne, les listes de l'UNDP défendent des positions claires. Nous sommes pour la décentralisation. Nous voulons que les collectivités locales se sentent concernées et impliquées et se sentent autonomes dans la manière de gérer, puisqu'on ne peut juger le maçon qu'au pied du mur. Le vote des sénateurs est assez particulier, on le ressent à travers la répartition géographique des partis en compétition. Nous l'avons appris dans le cadre de ces élections sénatoriales que certains partis politiques et candidats ont déposé des requêtes auprès du Conseil constitutionnel pour demander l'annulation de certaines listes électorales et de candidatures. C'est dire si le contentieux préélectoral est ouvert. Pour en savoir plus sur ce contentieux électoral, comment est-ce qu'il va se dérouler, nous avons sur ce plateau deux invités qui en savent long sur le sujet. Nous avons un enseignant de droit public, spécialiste des questions électorales et constitutionnelles, en la personne du professeur Guesselé Lionel. Merci professeur d'avoir accepté de venir sur le plateau de ce magazine spécial pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci Mélanie de m'inviter à cette émission. Je vais apporter mon éclairage en tant que spécialiste des questions électorales sur le contentieux préélectoral en matière de sénatorial. On parlera également aussi du contentieux post-électoral, c'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Effectivement. Oui. À côté de lui, ou alors en face de lui plutôt, nous avons un spécialiste des questions électorales. Pendant plusieurs années, il a géré les dossiers liés à l'organisation des élections au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit de M. Abdoul Karimou. Merci M. Abdoul Karimou d'être venu sur ce plateau. Merci Mélanie. Et surtout de nous faire partager votre expérience et votre expertise en la matière. Toujours disponible pour la CRTV et évidemment pour éclairer les compatriotes camerounais sur le processus électoral en général et puis sur le sénatorial, comme c'est le cas d'espèce aujourd'hui. Nous sommes à l'étape du contentieux préélectoral, de candidature, le contentieux préélectoral et le contentieux naturellement qui va naître après les opérations électorales proprement dites. Là également, il faut déjà tirer un pas là-dessus. Donc, merci pour l'invitation et il vous appartient désormais de nous orienter
vers les éclairages. Merci Abdoul Karimo. Monsieur Guissélé, qu'est-ce qu'on dit, que dit la loi exactement, que dit le code électoral, et pour faire simple en matière de contentieux électoral, pour ce qui est des sénatoriales, comment se déroule le processus du contentieux? En matière de contentieux des sénatoriales, il faut dire que des revendications peuvent être adressées au Conseil constitutionnel, notamment par les partis politiques qui ont effectivement qualité et intérêt pour agir devant cette institution juridictionnelle qui est nouvellement créée. Il faut dire que le tout premier contentieux des sénatoriales que nous avons connu au Cameroun date de 2013 devant la Cour suprême, statuant en lieu et place du Conseil constitutionnel, conformément à l'article 67 alinéa 2 de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est effectivement créé. Alors, il reprend en quelque sorte l'intégralité des compétences qui lui sont dévolues par la Constitution, mais également par la loi de 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Dans le cas d'espèce, en ce qui concerne les sénatoriales, il faut dire que les partis politiques peuvent saisir le Conseil constitutionnel dans l'optique de contester un certain nombre d'irrégularités par rapport à la mise en place des listes électorales. Oui, parce qu'il faut le préciser, c'est Elections Cameroun qui a publié dans ses listes électorales et il y en avait 35. Abdoul Karimo, lorsque les partis politiques saisissent le Conseil constitutionnel, c'est pour espérer quoi à la fin de ces requêtes? Déjà, il faut dire que, selon la loi, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection des sénateurs, tout comme l'élection présidentielle et les élections parlementaires. Donc, le Conseil constitutionnel, à cette étape de candidature-là, est saisi pour contester, par des contestations, de la décision d'acceptation ou de rejet des candidatures par élection Cameroun. Donc, les contestations ou les réclamations peuvent être formulées et soumises auprès du Conseil constitutionnel concernant les décisions d'acceptation ou de rejet, n'est-ce pas, des candidatures par l'élection Cameroun. Donc, c'est l'élection Cameroun qui accepte ou rejette les candidatures. C'est ces décisions-là qui sont contestées devant, n'est-ce pas, le juge électoral qui est dans le Conseil constitutionnel. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que dès la publication des listes de candidatures, les requérants, notamment les partis politiques, mais là il faut préciser, les partis politiques ayant pris part au scrutin, c'est ceux qui ont pris part, parce qu'il y a des partis qui n'ont pas déposé les listes, ces partis n'ont pas qualité pour saisir le juge. C'est les partis qui ont déposé les listes qui peuvent saisir le juge électoral. Également, les candidats également ont qualité pour saisir le juge électoral dans ces cas-là, et l'agent du gouvernement en matière électorale peut également saisir, parce qu'il y a des qualités, c'est pas tout le monde qui peut saisir le juge électoral en matière du contentieux électoral. Donc, les partis avaient 48 heures, donc 2 jours, pour saisir le juge, pour déposer leur requête auprès du juge électoral, ce qui a été fait. Le juge avait 24 heures pour communiquer par le moyen le plus rapide possible et afficher, ça a été fait également, et communiquer également la requête aux autres partis pour préparer leur mémoire en défense. Donc ce qui a été fait, certainement, parce qu'ils ont 24 heures également pour déposer le mémoire en défense. Donc le juge électoral actuellement est en train de statuer sur des cas qui ont été portés devant cette instance, cette auguste instance, et le Conseil constitutionnel a 10 jours, mais il faut le préciser, c'est 10 jours maximum pour rendre sa décision. Donc le Conseil peut, ipso facto, dès qu'il vit le contentieux, peut publier, n'est-ce pas, rendre public ses décisions avant même les 10 jours. Donc voilà ce que je peux dire. Oui, M. Abdoul Karim dit là qu'un candidat peut saisir le juge électoral. Est-ce à dire que j'ai déposé une candidature dans le cadre de mon parti politique, les listes sont publiées, il n'y a pas mon nom, est-ce que je suis à même d'aller saisir le Conseil constitutionnel pour dire que j'ai été lésé par mon parti politique qui ne m'a pas choisi définitivement pour figurer sur sa liste? Bien, il faut dire dans ce cas de figure que le Conseil constitutionnel n'a pas vocation à dicter aux partis politiques leur politique interne. Les candidats, ou plutôt les candidats qui ont déposé effectivement leur demande de participation à l'élection et qui se sont vus refuser cette demande par leur parti politique ne peuvent pas saisir le Conseil
de figure. Ils doivent, à mon sens, régler le problème au niveau du parti politique, parce que ça fait partie de la politique interne du parti. Oui, avant de continuer sur ce plateau, je vous propose ce reportage qui a été fait par Eugène B, qui nous présente justement la situation en ce moment-ci au Conseil constitutionnel pour savoir quelles sont les requêtes qui ont été introduites, les partis politiques et, si possible aussi, les candidats se sentant lésés qui ont dû introduire des requêtes auprès du Conseil constitutionnel. C'est un reportage d'Eugène B. Conseil constitutionnel ce lundi, il n'y a de place au babillard que pour les requêtes des candidats ayant déposé les dossiers pour les sénatoriales du 25 mars prochain et qui s'estiment lésés. Parmi les requérants se trouve en bonne place le SDF. Il demande l'annulation de la liste du RDPC à l'ouest pour non-respect des dispositions du code électoral. Dans la Damawa, l'UNDP fait grief au RDPC pour une candidate dont l'extrait d'acte de naissance serait non conforme. À l'extrême nord, une sénatrice RDPC sortante s'étonne de ce que, de tous ses anciens collègues, elle est la seule à ne pas être reconduite sur la liste. Elle requiert la haute juridiction pour lui faire justice. Le Conseil constitutionnel est également sollicité pour arbitrage par un candidat RDPC issu de la minorité Mbororo à l'ouest. Il estime que sa liste n'a pas été déposée dans les délais requis. Tous ces cas ont été transmis au rapporteur par les soins du secrétaire général du Conseil constitutionnel. Mais qu'en sera-t-il de la suite du processus? Le juge constitutionnel a 10 jours à partir de sa saisine pour rendre sa décision. Il peut rendre sa décision avant les 10 jours, dans 3, 4, 5 jours après sa saisine. 10 jours c'est le maximum. Alors une liste préalablement acceptée par ELECAM peut être réintégré par le juge constitutionnel ou alors le juge peut confirmer le rejet. Une liste rejetée par ELECAM dont le juge a été saisi, il peut ordonner sa réintégration par le Conseil constitutionnel également. De sources bien informées, l'audience prévue avant la fin de cette semaine au siège du Conseil constitutionnel fixera les différents candidats sur leur sort, sans aucune possibilité de recours. Vous l'avez donc suivi, parmi les requérants qui ont déposé leur requête, excusez-moi de la tautologie, auprès du Conseil constitutionnel, il y a donc des candidats qui se sentent lésés par leur parti politique. Est-ce que ce genre de requête peut prospérer? Le procès l'a si clairement établi. Hein? C'est des candidats à la candidature. Ça se règle à l'intérieur du parti. Il faut dire que c'est une élection des listes. Donc les candidats se présentent dans une liste. Il faut 7 titulaires et 7 suppléants. C'est le parti qui investit. Donc vous êtes candidat à la candidature dans votre parti. Maintenant c'est le parti qui présente les candidats. Donc les candidats dont on parle actuellement, c'est les candidats que les partis ont investis auprès de l'ECAM. Ce n'est pas les candidats à la candidature qui sont là-bas. Là-bas ils ne sont pas encore candidats. Et l'ECAM ne le connaît pas comme candidat. Donc c'est un problème des partis. La candidate de l'extrême dont on fait allusion, qui se plaint de ne pas être dans la liste, elle n'a pas été investie par son parti. Elle n'est donc pas candidate. Elle n'a donc pas qualité pour saisir le juge. Parce qu'elle n'est pas candidate. Elle n'est pas candidate. Même il y a un cas également à l'ouest, qui la minorité n'a pas été prise en compte. Il pose le problème de la prise en compte des minorités et des composantes sociologiques dans les listes, sur les listes électorales. Voilà, il pose ces problèmes-là. Mais c'est un problème au parti politique. Si la liste a été retenue par l'élection Cameroun, ça veut dire que l'élection Cameroun a veillé à ce que le parti concerné a respecté ces composantes-là. Il n'est pas candidat, donc il n'a pas qualité pour saisir le juge constitutionnel. Donc ce sont des requêtes qui ne pourraient pas prospérer, sans être à la place du juge, quoi. Ce sont des requêtes qui, au plan du droit, au plan de la légalité, ne pourraient pas prospérer dans le cadre de l'examen au fond. On devrait dire ici de manière particulière que le Conseil constitutionnel se prononcerait, je parle au conditionnel, se prononcerait sur une irrecevabilité de ces requêtes ou par une fin de non-recevoir. Techniquement au plan juridique. Oui. Abdou Karim, vous qui avez l'expérience, vous pensez que d'ici à dans 2 jours par exemple, il pourrait avoir une audience solennelle du Conseil constitutionnel pour statuer justement, alors pour rendre public les décisions qui ont été... Pour rendre public ces décisions. Ouais. Une session, c'est pour rendre public ces décisions. Elle est en train de certainement de statuer déjà. Elle va certainement convoquer une réunion pour rendre public ces décisions. Comme je l'ai dit, le Conseil a 10 jours
Mais compte tenu, vous savez, la campagne a déjà commencé, les élections c'est dans moins de 2 semaines. C'est le 25 mars, il faut dont nous sommes le plus tôt possible vider ce contentieux. S'il y a des candidatures qu'il faut réintégrer, qu'elles soient réintégrées. S'il y a des candidats qu'il faut rejeter, il faut rejeter. Donc, le juge va certainement aller vite pour, n'est-ce pas, la conscience démocratique, pour la sincérité du scrutin. Le juge va aller vite. Et c'est là que je crois que c'est aussi recours. Ça ne devrait en principe pas prendre assez de temps au Conseil constitutionnel pour statuer. Vous savez, l'élection des sénateurs, c'est une élection assez légère. On a un collège électoral, on a un collège moins de 10 000 électeurs, alors que électeurs. Voilà, ouais, c'est 58 bureaux de vote. C'est quand même mystique le Conseil constitutionnel. Comment est-ce que ça va se dérouler cette session ou alors cette session solennelle à laquelle le juge dira le droit ou alors rendra public ses décisions? Le Conseil constitutionnel va se prononcer, c'est un organe collégial, donc c'est l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel qui vont se prononcer, et il faut dire qu'il se prononce à la majorité de ses membres, et en cas d'égalité, la voix du président du Conseil constitutionnel est déterminante pour départager dans le prononcé de la décision. C'est à peu près ce qui est retenu par la loi de 2004. D'accord. Après donc ce contentieux préélectoral dont on attend, on va dire quoi, le verdict ou alors les décisions d'ici quelques jours, il y a un contentieux post-électoral qui va également exister parce qu'il y aura une élection, il pourrait y avoir également des recours. Celui-là, le contentieux post-électoral, donc après élection. Après les élections, naturellement, il peut y avoir des contestations sur les opérations électorales. C'est-à-dire le déroulement du scrutin même peut être également porté devant le juge. Des contestations, des réclamations peuvent être également portées devant le juge électoral. Donc le juge constitutionnel peut être saisi dans ce cas également par les partis politiques ayant pris part au scrutin, par les candidats ou par l'agent du gouvernement. Alors, les requérants ont 72 heures pour saisir le juge constitutionnel. Lorsque l'élection a eu lieu, lorsque les résultats ont été rendus publics. De la clôture du scrutin, donc à partir du 25, ceux qui désirent saisir le juge constitutionnel pour protester ou pour contester, n'est-ce pas, les opérations électorales ont 72 heures pour formuler leur requête. Ça signifie que même si les résultats n'ont pas été rendus publics, ils peuvent déjà saisir le juge constitutionnel. Là, votre question est extrêmement importante. Il faut préciser que le Conseil constitutionnel doit vider le contentieux avant de proclamer le résultat. Que ce soit pour l'élection des sénateurs, que ce soit pour l'élection présidentielle, l'élection des députés ou les consultations référendaires, le contentieux doit être vidé complètement avant de proclamer le résultat. Vous savez pourquoi? Parce que justement, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles de qu'un recours. Donc, quand le Conseil constitutionnel prononce sa décision, c'est terminé. Le débat est clos. Sa décision est irrévocable, intangible. Elle s'impose à toutes les autorités. On dit que le Conseil doit être saisi dans les formes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas toujours que les concernés savent exactement ce qu'il faut faire pour saisir le juge constitutionnel. Bien, il faut dire qu'au plan du droit, les conditions de forme qui sont établies pour la saisine du Conseil constitutionnel, comme c'est d'ailleurs le cas dans le cas de la saisine de n'importe quelle juridiction, se rapportent strictement à ce que nous appelons les conditions de délai, les conditions liées au délai d'introduction de la demande, des conditions liées à la présentation de la demande, même dans sa forme. Elle est écrite et il y a une certaine forme particulière qu'il faut respecter. Des conditions liées même à la personne des requérants, selon que ce sont ici des personnes morales, des partis politiques. Donc le problème de la qualité se pose de nouveau, c'est-à-dire que seuls les partis politiques, ou alors cette fois-là le candidat pourrait lui-même également saisir le juge constitutionnel et voir sa requête acceptée. Les candidats ayant pris part au scrutin et l'agent du gouvernement qui représente en fait le gouvernement
dans le cadre du processus électoral. Le ministère de l'administration territoriale, effectivement. Donc ce sont des personnes qui ont effectivement ce que nous appelons l'intérêt, la qualité pour agir en justice et même la capacité, parce que nous parlons de capacité en termes de l'aptitude pour une personne d'ester en justice et particulièrement ici d'ester devant le Conseil constitutionnel. Monsieur Abdou Karimou, à quel moment l'agent du gouvernement pourrait avoir intérêt à saisir le Conseil constitutionnel dans un processus électoral comme celui-ci? Vous savez, les élections se déroulent dans tous les cas sur l'étendue du territoire national. Et il y a des mesures qu'il faut prendre pour assurer la sécurité, la sérénité dans le déroulement du scrutin. Vous savez, les élections, il peut y avoir des fraudes. C'est ça généralement qui sont contestés par les partis politiques et les candidats. Mais il peut y avoir des maladresses. Des maladresses, il peut y avoir des violences qui peuvent entacher, n'est-ce pas, la sincérité du scrutin. En ce moment, l'agent du gouvernement est habilité donc à saisir le juge. Ça signifie que s'il y aurait eu bagarre à un bureau de vote par exemple, l'agent du gouvernement peut estimer que cette bagarre aura d'une manière ou d'une autre... Justement, si par exemple, prenons un exemple concret, si à cause d'un comportement déviant, le bureau de vote qui devait ouvrir à 8 h a ouvert à 15 h, l'agent du gouvernement peut saisir le juge pour le cas d'espèce, pour voir si le juge va apprécier si ce dysfonctionnement n'aura pas entaché d'une manière ou d'une autre le déroulement du scrutin. Donc, au-delà de la mission de maintenir l'ordre avant, pendant et après le scrutin, qui incombe à l'agent du gouvernement, il doit veiller également à ce que le comportement des acteurs du processus ne déteigne pas sur le processus ou le déroulement, n'est-ce pas, du scrutin. On a d'autres acteurs également qui interviennent, notamment les observateurs. On a entendu il y a quelques jours le ministre de l'administration territoriale qui demandait à tous ceux qui voudraient faire acte de candidature pour observer le déroulement de ce scrutin de se rapprocher de ces services. Les observateurs en ce moment-là, quand il s'agit du contentieux, est-ce qu'ils peuvent s'y mixer d'une manière ou d'une autre à dire, ou alors est-ce que leurs avis comptent lorsqu'on parle du contentieux électoral? Il faut dire que l'avis des observateurs se présente en termes de rapport. Lorsqu'ils participent au processus électoral, ils sont là pour observer, comme on le dit au sens propre du terme en français, observer, regarder comment le scrutin s'est déroulé, identifier un certain nombre d'irrégularités qu'ils mentionneront dans leur rapport, identifier également un certain nombre de dysfonctionnements, mais également des évolutions, parce que les observateurs ne sont pas que là pour décrier des actes négatifs, ils sont aussi là pour renforcer en fait, ou plutôt pour identifier ce qu'il y a de bon dans le déroulement du scrutin. Ils adressent donc des rapports. Ces rapports n'ont pas en tant que tels une influence directe sur les résultats du scrutin, mais ces rapports ont plus une valeur d'information sur les irrégularités et sur ce qui a été fait en positif pour pouvoir améliorer les éventuelles opérations électorales qui pourraient être organisées par la suite. Et également, ces rapports servent même à montrer à la communauté internationale qu'il y a une certaine évolution de la démocratie dans le pays, sur le plan national. Ça signifie qu'un rapport d'un observateur ne pourrait être présenté par quelqu'un ou un parti politique qui se sentirait lésé devant le juge constitutionnel pour demander une annulation d'un scrutin? Déjà, il faut dire que les observateurs électoraux sont admis dans notre système électoral au Cameroun, comme bien dans d'autres systèmes également. Les observateurs sont accrédités par les autorités administratives compétentes, donc le ministère de l'administration territoriale. Vous faites allusion au communiqué du MINAT. Alors, les observateurs, comme l'a dit le professeur, ils viennent, ils observent sur la base de notre code électoral, de nos règles, ils observent le déroulement du scrutin, ça s'est passé comment, dans des conditions de transparence, de régularité. Ils observent, ils n'ont rien à dire, ils observent, ils font le rapport à l'organisme qui les a envoyés, généralement c'est la société civile nationale ou internationale, ils font le rapport et le ministère de l'administration à leurs accréditants leur donne un code d'observation au regard de nos lois, le code de l'observateur, et leur exige de produire un rapport qui, comme a dit le professeur, pourra décrire un certain nombre d'irrégularités et proposer des solutions et apprécier également
l'évolution, n'est-ce pas, du processus électoral. Donc, c'est là où il y a intérêt. Donc, pour répondre à votre question, un requérant ne peut pas faire valoir le rapport de l'observateur devant le juge électoral. Vous savez, dans chaque bureau de vote, chaque candidat, chaque liste a son représentant dans le bureau de vote qui reçoit un procès verbal qui décrit tout le déroulement du scrutin, tout ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Un procès verbal, c'est l'original. Autant de candidats ou de listes, autant de procès verbaux dans chaque bureau de vote. Chaque parti politique a son procès verbal à la commission locale de vote dans le bureau de vote, à la commission régionale pour le cas d'espèce, la commission régionale de recensement général de vote, et ils viennent à la commission nationale de recensement général de vote au niveau de Yaoundé également, présidée par le conseil constitutionnel, pour faire valoir leurs droits. Donc ils ont leurs documents. Donc le rapport de l'observateur ne saurait être présenté devant le juge comme un élément pour soutenir ou pour sous-tendre une requête. Merci, monsieur, pour ces éclairages. Je suis sûr que nos téléspectateurs en savent autant que nous sur ce que c'est que le contentieux électoral pour ce qui est de cette élection sénatoriale. Comment est-ce que ce contentieux pré-électoral va se dérouler et comment est-ce que cela se passera après l'élection du 25 mars prochain en matière de contentieux électoral. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir pris part, de nous avoir suivis, d'avoir surtout suivi cette première édition du magazine spécial sénatorial 2018. Merci à toutes nos équipes de production, notamment à Roger Philippe et Sama qui assurent l'édition, à Raymond Dunal Nundou qui assure la coordination et la réalisation de ce programme. Quant à nous, on vous donne rendez-vous jeudi, mercredi prochain. Demain, retrouvez Djochobanken Kalabousse pour l'édition en langue anglaise. Public cette décision. Elle est en train de certainement de statuer déjà. Et elle va certainement convoquer une réunion pour rendre publique cette décision. Comme je l'ai dit, le conseil a 10 jours, mais compte tenu, vous savez, la campagne a déjà commencé, les élections c'est dans moins de 2 semaines. C'est le 25 mars, donc, il faut dont nous sommes le plus tôt possible vider ce contentieux. S'il y a des candidatures qu'il faut réintégrer, qu'elles soient réintégrées, s'il y a des candidatures qu'il faut rejeter. Donc, le juge va certainement aller vite pour, n'est-ce pas, la conscience démocratique, pour la sincérité du scrutin. Le juge va aller vite. Et c'est là que je crois que c'est aussi recours. Ça ne devrait en principe pas prendre assez de temps au Conseil constitutionnel pour statuer. Vous savez, l'élection des sénateurs, c'est une élection assez légère. On a un collège électoral, on a un collège moins de 10 000 électeurs, alors que, électeurs. Voilà, ouais, c'est 58 bureaux de vote. C'est quand même mystique le Conseil constitutionnel. Comment est-ce que ça va se dérouler cette session ou alors cette session solennelle à laquelle le juge dira le droit ou alors rendra public ses décisions? Le Conseil constitutionnel va se prononcer, c'est un organe collégial, donc c'est l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel qui vont se prononcer et il faut dire qu'il se prononce à la majorité de ses membres. Et en cas d'égalité, la voix du président du Conseil constitutionnel est déterminante pour départager dans le prononcé de la décision. C'est à peu près ce qui est retenu par la loi de 2004. D'accord. Après donc ce contentieux préélectoral dont on attend, on va dire quoi, le verdict ou alors les décisions d'ici quelques jours, il y a un contentieux post-électoral qui va également exister parce qu'il y aura une élection, il pourrait avoir également des recours. Celui-là, le contentieux post-électoral, donc après élection. Après les élections, naturellement, il peut y avoir des contestations sur les opérations électorales. C'est-à-dire le déroulement du scrutin même peut être également porté devant le juge. Des contestations, des réclamations peuvent être également portées devant le juge électoral. Donc le juge constitutionnel peut être saisi dans ce cas également par les partis politiques ayant pris part au scrutin, par les candidats ou par l'agent du gouvernement. Alors, les requérants ont 72 heures pour saisir le juge constitutionnel. Lorsque l'élection a eu lieu, lorsque les résultats ont été rendus publics. De la clôture du scrutin, donc à partir du 25, ceux qui désirent saisir le juge constitutionnel pour protester ou pour contester, n'est-ce pas, les opérations électorales ont 72 heures pour formuler leur requête. Ça signifie que même si les résultats n'ont pas été rendus publics, ils peuvent déjà saisir le juge constitutionnel. Là, votre question est extrêmement importante. Il faut préciser que le Conseil constitutionnel doit vider le contentieux avant de proclamer le résultat. Que ce soit pour l'élection des sénateurs, que ce soit pour l'élection présidentielle, l'élection des députés ou les consultations référendaires,
le contentieux doit être vidé complètement avant de proclamer le résultat. Vous savez pourquoi? Parce que justement, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc, quand le Conseil constitutionnel prononce sa décision, c'est terminé. Le débat est clos. Sa décision est irrévocable, intangible. Elle s'impose à toutes les autorités. Magazine spécial pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci Mélanie de m'inviter à cette émission. Je vais apporter mon éclairage en tant que spécialiste des questions électorales sur le contentieux préélectoral en matière de sénatorial. On parlera également aussi du contentieux post-électoral, c'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Effectivement. Oui. À côté de lui, ou alors en face de lui plutôt, nous avons un spécialiste des questions électorales. Pendant plusieurs années, il a géré les dossiers liés à l'organisation des élections au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit de M. Abdoul Karimou. Merci M. Abdoul Karimou d'être venu sur ce plateau. Merci Mélanie. Et surtout de nous faire partager votre expérience et votre expertise en la matière. Toujours disponible pour la CRTV et évidemment pour éclairer les compatriotes camerounais sur le processus électoral en général et puis sur le sénatorial, comme c'est le cas d'espèce aujourd'hui. Nous sommes à l'étape du contentieux préélectoral, de candidature, le contentieux préélectoral et le contentieux naturellement qui va naître après les opérations électorales proprement dites. Là également, il faut déjà tirer un pas là-dessus. Donc, merci pour l'invitation et il vous appartient désormais de nous orienter vers les éclairages. Merci Abdoul Karimou. Monsieur Guissélé, qu'est-ce qu'on dit? Que dit la loi exactement? Que dit le code électoral? Et pour faire simple en matière de contentieux électoral, pour ce qui est des sénatoriales, comment se déroule le processus du contentieux? En matière de contentieux des sénatoriales, il faut dire que des revendications peuvent être adressées au Conseil constitutionnel, notamment par les partis politiques qui ont effectivement qualité et intérêt pour agir devant cette institution juridictionnelle qui est nouvellement créée. Il faut dire que le tout premier contentieux des sénatoriales que nous avons connu au Cameroun date de 2013 devant la Cour suprême statuant en lieu et place du Conseil constitutionnel conformément à l'article 67 alinéa 2 de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est effectivement créé. Alors, il reprend en quelque sorte l'intégralité des compétences qui lui sont dévolues par la Constitution, mais également par la loi de 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Dans le cas d'espèce, en ce qui concerne les sénatoriales, il faut dire que les partis politiques peuvent saisir le Conseil constitutionnel dans l'optique de contester un certain nombre d'irrégularités par rapport à la mise en place des listes électorales. Oui, parce qu'il faut le préciser, c'est Elections Cameroun qui a publié dans ces listes électorales et il y en avait 35. Abdoul Karimou, lorsque les partis politiques saisissent le Conseil constitutionnel, c'est pour espérer quoi à la fin de ces requêtes? Déjà, il faut dire que, selon la loi, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection des sénateurs, tout comme l'élection présidentielle et les élections parlementaires. Donc, le Conseil constitutionnel, à cette étape de candidature-là, est saisi pour contester, par des contestations, de la décision d'acceptation ou de rejet des candidatures par élection Cameroun. Donc, les contestations ou les réclamations peuvent être formulées et soumises auprès du Conseil constitutionnel concernant les décisions d'acceptation ou de rejet, n'est-ce pas, des candidatures par l'élection Cameroun. Donc, c'est l'élection Cameroun qui accepte ou rejette les candidatures. C'est ces décisions-là qui sont contestées
devant, n'est-ce pas, le Conseil juge électoral qui est dans le Conseil constitutionnel. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que dès la publication des listes de candidatures, les requérants, notamment les partis politiques, mais là il faut préciser, les partis politiques ayant pris part au scrutin, c'est ceux qui ont pris part, parce qu'il y a des partis qui n'ont pas déposé les listes, ces partis n'ont pas qualité pour saisir le juge. C'est les partis qui ont déposé les listes qui peuvent saisir le juge électoral. Également, les candidats également ont qualité pour saisir le juge électoral dans ces cas-là, et l'agent du gouvernement en matière électorale peut également saisir, parce qu'il y a des qualités, c'est pas tout le monde qui peut saisir le juge électoral en matière du contentieux électoral. Donc, les partis avaient 48 heures, donc 2 jours, pour saisir le juge, pour déposer leur requête auprès du juge électoral, ce qui a été fait. Le juge avait 24 heures pour communiquer par le moyen le plus rapide possible et afficher, ça a été fait également, et communiquer également la requête aux autres partis pour préparer leur mémoire en défense. Donc ce qui a été fait, certainement, parce qu'ils ont 24 heures également pour déposer le mémoire en défense. Donc le juge électoral actuellement est en train de statuer sur des cas qui ont été portés devant cette instance, cette auguste instance, et le Conseil constitutionnel a 10 jours, mais il faut le préciser, c'est 10 jours maximum pour rendre sa décision. Donc le Conseil peut, ipso facto, dès qu'il vit le contentieux, peut publier, n'est-ce pas, rendre public ses décisions avant même les 10 jours. Donc voilà ce que je peux dire. Oui, M. Abdoul Karim dit là qu'un candidat peut saisir le juge électoral. Est-ce à dire que j'ai déposé une candidature dans le cadre de mon parti politique, les listes sont publiées, il n'y a pas mon nom, est-ce que je suis à même d'aller saisir le Conseil constitutionnel pour dire que j'ai été lésé par mon parti politique qui ne m'a pas choisi définitivement pour figurer sur sa liste? Bien, il faut dire dans ce cas de figure que le Conseil constitutionnel n'a pas vocation à dicter aux partis politiques leur politique interne. Les candidats, ou plutôt les candidats qui ont déposé effectivement leur demande de participation à l'élection et qui se sont vus refuser cette demande par leur parti politique ne peuvent pas saisir le Conseil de figure. Ils doivent, à mon sens, régler le problème au niveau du parti politique, parce que ça fait partie de la politique interne du parti. Oui, avant de continuer sur ce plateau, je vous propose ce reportage qui a été fait par Eugène B, qui nous présente justement la situation en ce moment-ci au Conseil constitutionnel pour savoir quelles sont les requêtes qui ont été introduites, les partis politiques et, si possible aussi, les candidats se sentant lésés qui ont dû introduire des requêtes auprès du Conseil constitutionnel. C'est un reportage d'Eugène B. Conseil constitutionnel ce lundi, il n'y a de place au babillard que pour les requêtes des candidats ayant déposé les dossiers pour les sénatoriales du 25 mars prochain et qui s'estiment lésés. Parmi les requérants se trouve en bonne place le SDF. Il demande l'annulation de la liste du RDPC à l'ouest pour non-respect des dispositions du code électoral. Dans la Damawa, l'UNDP fait grief au RDPC pour une candidate dont l'extrait d'acte de naissance serait non. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce magazine spécial consacré au sénatorial 2018. Chaque soir en alternance en français et en anglais, on va décrypter avec vous le processus électoral pour en savoir plus sur comment est-ce que va se dérouler cette élection sénatoriale. Comme vous le savez, c'est la deuxième fois que cette élection va se dérouler au Cameroun et depuis quelques jours, la campagne a été lancée après la publication par le Conseil électoral d'Elections Cameroun le 7 mars dernier des 36 listes retenues sur la quarantaine déposées par les 9 partis politiques en lice. Pour en savoir un peu plus sur cette cartographie des candidatures à cette élection sénatoriale, je vous propose de suivre ce reportage de Séverin Aligambélé. Des 42 listes déposées à Elections Cameroun, seules 36 ont été validées après un examen minutieux par le Conseil électoral. À ce premier niveau du tri,
En attendant bien évidemment que le contentieux préélectoral soit vidé, on retient que sur toute l'étendue du territoire, 9 formations politiques sont en lice. Il s'agit du RDPC et de l'UNDP qui sont en compétition dans toutes les circonscriptions électorales. Il s'agit du SDF en course dans les régions du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest et de la Damawa. L'ANDP, le parti de Amadou Moustapha, s'est positionné dans le sud, le sud-ouest et l'extrême nord. L'UDC convoite des sièges de sénateurs à l'ouest et dans le littoral, tandis que l'Union des populations du Cameroun sollicite les suffrages des conseillers municipaux dans le centre et le littoral. Le FSNC, l'UMC, UDP ont ciblé respectivement les régions du nord, de l'ouest et du nord-ouest. On peut relever ici que la formulation des professions de foi n'est pas assez explicite pour tout le monde, mais pour le RDPC par exemple, on propose l'accélération du processus de décentralisation pour le développement des collectivités territoriales. Le SDF au Sénat compte peser de tout son poids pour faire passer l'idée de revoir la forme de l'État. Vous savez que dans le SDF est aujourd'hui pour un Cameroun fédéral, fédéré en 10 États. Et si nous avons des sénateurs dans la prochaine législature, ces sénateurs vont se baser sur ces thèmes qui sont chers au SDF depuis 1990. Sur le terrain de la campagne, les listes de l'UNDP défendent des positions claires. Nous sommes pour la décentralisation. Nous voulons que les collectivités locales se sentent concernées et impliquées et se sentent autonomes dans la manière de gérer, puisqu'on ne peut juger le maçon qu'au pied du mur. Le vote des sénateurs est assez particulier, on le ressent à travers la répartition géographique des partis en compétition. Nous l'avons appris dans le cadre de ces élections sénatoriales que certains partis politiques et candidats ont déposé des requêtes auprès du Conseil constitutionnel pour demander l'annulation de certaines listes électorales et de candidatures. C'est dire si le contentieux préélectoral est ouvert. Pour en savoir plus sur ce contentieux électoral, comment est-ce qu'il va se dérouler, nous avons sur ce plateau 2 invités qui en savent long sur le sujet. Nous avons un enseignant de droit public, spécialiste des questions électorales et constitutionnelles, en la personne du professeur Décélé Lionel. Merci professeur d'avoir accepté de venir sur le plateau de cette... Non conforme. À l'extrême nord, une sénatrice RDPC sortante s'étonne de ce que, de tous ses anciens collègues, elle est la seule à ne pas être reconduite sur la liste. Elle requiert la haute juridiction pour lui faire justice. Le Conseil constitutionnel est également sollicité pour arbitrage par un candidat RDPC issu de la minorité Mbororo à l'ouest. Il estime que sa liste n'a pas été déposée dans les délais requis. Tous ces cas ont été transmis au rapporteur par les soins du secrétaire général du Conseil constitutionnel. Mais qu'en sera-t-il de la suite du processus? Le juge constitutionnel a 10 jours à partir de sa saisine pour rendre sa décision. Il peut rendre sa décision avant les 10 jours, dans 3, 4, 5 jours après sa saisine. 10 jours c'est le maximum. Alors une liste préalablement acceptée par ELECAM peut être réintégrée par le juge constitutionnel ou alors le juge peut confirmer le rejet. Une liste rejetée par ELECAM dont le juge a été saisi, il peut ordonner sa réintégration par le Conseil constitutionnel également. De sources bien informées, l'audience prévue avant la fin de cette semaine au siège du Conseil constitutionnel fixera les différents candidats sur leur sort, sans aucune possibilité de recours. Vous l'avez donc suivi parmi les requérants qui ont déposé leur requête, excusez-moi de la tautologie, auprès du Conseil constitutionnel. Il y a donc des candidats qui se sentent lésés par leur parti politique. Est-ce que ce genre de requête peut prospérer? Le procès l'a si clairement établi. Hein? C'est des candidats à la candidature. Ça se règle à l'intérieur du parti. Il faut dire que c'est une élection des listes. Donc les candidats se présentent dans une liste. Il faut 7 titulaires et 7 suppléants. C'est le parti qui investit. Donc vous êtes candidat à la candidature. Dans votre parti. Maintenant, c'est le parti qui présente les candidats. Donc les candidats dont on parle actuellement, c'est les candidats que les partis ont investis auprès de l'ECAM. Ce n'est pas les candidats à la candidature qui sont là-bas. Là-bas, ils ne sont pas encore candidats. Et l'ECAM ne le connaît pas comme candidat. Donc, c'est un problème des partis. C'est la candidate de l'extrême dont on fait allusion qui se plaint de ne pas être dans la liste. Elle n'a pas été investie par son parti. Elle n'est donc pas candidate. Elle n'a donc pas qualité pour saisir le juge.
Parce qu'elle n'est pas candidate. Elle n'est pas candidate. Même il y a un cas également à l'ouest, qui la minorité n'a pas été prise en compte. Il pose le problème de la prise en compte des minorités et des composantes sociologiques dans les listes, sur les listes électorales. Voilà, il pose ces problèmes-là. Mais c'est un problème au parti politique. Si la liste a été retenue par l'élection Cameroun, ça veut dire que l'élection Cameroun a veillé à ce que le parti concerné a respecté cette composante-là. Il n'est pas candidat, ou il n'a pas qualité pour saisir le juge constitutionnel. Donc ce sont des requêtes qui ne pourraient pas prospérer, sans être à la place du juge, quoi. Ce sont des requêtes qui, au plan du droit, au plan de la légalité, ne pourraient pas prospérer dans le cadre de l'examen au fond. On devrait dire ici de manière particulière que le Conseil constitutionnel se prononcerait, je parle au conditionnel, se prononcerait sur une irrecevabilité de ces requêtes ou par une fin de non-recevoir. Techniquement au plan juridique. Oui. Abdou Karim, vous qui avez l'expérience, vous pensez que d'ici à dans 2 jours par exemple, il pourra avoir une audience solennelle du Conseil constitutionnel pour statuer justement, alors pour rendre public les décisions qui ont été... Pour rendre public ces décisions. Une session, c'est pour